Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Vincent Tribou. Salut Vincent. Bonjour Didier, merci. Alors Vincent, je te présente en quelques mots. Donc tu es psychologue, tu exerces à Paris. Donc tu es psychologue, tu as écrit plein de bouquins sur les troubles anxieux, tu es un psychologue d'orientation cognitivo-comportementaliste, un courant que je cite souvent sur la chaîne. Tu es diplômé de l'Université Paris 10. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Vincent, à ton sujet? Tu es diplômé de l'AFTCC, donc Ouais. l'association francophone des thérapies Française. françaises, des thérapies cognitivo-comportementales, et de l'IFSTISST. Donc ça, c'est pour la thérapie des schémas, n'est-ce pas? Voilà, Institut français de thérapie des schémas et son équivalent américain. Ouais. Voilà. Et tu as écrit, donc, comme je disais, pas mal de bouquins sur les troubles anxieux. Aujourd'hui, on va parler de l'anxiété sociale. Donc, Ouais. je recommande ce livre. Je ne sais pas si c'est écrit à l'envers ou pas. Moi, sur mon écran, là, c'est écrit à l'envers. Moi, il Mais, apparaît droit, hein. ok, bon, ça s'appelle Comprendre et traiter l'anxiété sociale. C'est plutôt un bouquin à destination des thérapeutes, mais il y a quand même beaucoup d'exemples dedans. Et je pense que ça ne dispenserait pas les personnes qui souffrent d'anxiété sociale de le lire quand même. Vincent, la phobie sociale, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, la phobie sociale, c'est l'angoisse de se retrouver dans une situation d'interaction, te retrouver en face de quelqu'un et cette peur phénoménale que tu vas être honteux, ridicule, que tu vas perdre tes mots, que tu ne vas pas savoir quoi faire de tes mains, que tu vas avoir des blancs, tu vas être rouge écarlate et que l'autre va le voir. L'autre va voir que tu perds tes moyens. Et tu vois que l'autre voit que tu perds tes moyens. Et Hmm. cette angoisse provoque une myriade de symptômes gênants. Petit 1, tu anticipes la veille, voire même chez des patients qui sont quand même gravement atteints parfois un mois à l'avance. Par exemple, un adolescent qui est phobique social, il peut en être malade un mois à l'avance parce que le prof a annoncé que dans un mois, tout le monde passait par groupe de 3 pour un exposé. Et il commence à ruminer que ça va être horrible. Et l'angoisse monte, 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 monte. Et quand l'angoisse monte, tu as le deuxième problème typique pour les patients phobiques sociaux, c'est qu'ils perdent leurs moyens. C'est que l'anxiété va court-circuiter le cerveau. Ils ne se rappellent plus de ce qu'ils doivent dire, ils ne savent pas quoi faire de leurs mains, ils perdent leurs mots, ils s'auto-observent, ils se disent « Oh mon Dieu, ça se voit que je ne vais pas bien ». Et là, voilà, et là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un bide intégral, ta prestation, elle est mauvaise, donc tu rentres à la maison, tu te sens nul, tu rumines toute la soirée que tu as été nul, et à la fin, tu te dis, si toutes les situations d'interaction et de performance, performer, faire un truc sous le regard d'autrui, si à chaque fois c'est comme ça, moi, je préfère m'isoler, je préfère éviter. Et il commence à éviter les magasins, il commence à éviter le téléphone, il commence à éviter les gens, parce que c'est trop d'anxiété, beaucoup trop d'anxiété. Ça, c'est la phobie sociale dans sa forme grave. Dans Ouais. sa forme grave, ça attaque tous les secteurs de ta vie. Le travail, les études, les amis, la famille, aller dans les magasins. Mais tu peux avoir des phobies sociales qui sont un peu spécifiques. Par exemple, ça va être que le sport, ou ça va être que les inconnus. Avec les gens de la classe, ça peut aller. Tu vas avoir des gens qui vont avoir la modalité que performance. Par exemple, faire jongler devant quelqu'un ou jouer du piano devant quelqu'un. Les autres interactions, ce n'est pas un souci. Et tu vas avoir des formes très mineures qui vont parler à tout le monde, qui est simplement la timidité, qui est gênante, mais qui n'est pas handicapante. Merci Vincent pour ta définition. Dans les troubles anxieux, je le dis souvent sur la chaîne, il y a beaucoup de comorbidités, les troubles anxieux entre eux et des fois aussi en dehors. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Alors, la phobie sociale, elle a deux soucis majeurs. Petit 1, les patients sont tellement anxieux qu'ils ont tendance à boire de l'alcool. Dans les études statistiques, on a 40% des patients souffrant de phobie sociale qui ont en plus un abus d'alcool. Pourquoi? Parce que quand tu bois de l'alcool, ça te désinhibe. Donc, ça rend tout plus facile. Puis, une fois que tu as compris que ça marchait, tu le fais systématiquement. Donc, très rapidement, il va y avoir un alcoolisme qui peut s'installer. Et tu as des alcooliques de longue date. Ouais. On se rend compte en fait que c'est la phobie sociale à l'enfance, début de l'âge adulte, qui a provoqué l'entrée dans l'alcoolisme. La deuxième très grosse comorbidité, c'est la dépression. Parce que comme tu t'isoles et tu ne fréquentes plus personne, au bout d'un moment, tu commences à dépérir. Et là, c'est l'isolement qui provoque la dépression. Ça, c'est les deux soucis majeurs que quasiment la moitié des phobiques sociaux décrivent. On a un troisième problème qui est assez grave, c'est que la phobie sociale, ça se soigne majoritairement avec des antidépresseurs. Or, on a pas mal d'études qui montrent qu'un certain pourcentage de phobiques sociaux ont une sous-forme de trouble bipolaire
qu'il n'y ait pas des grandes phases de dépression et des grandes phases d'excitation, mais une micro-oscillation comme ça. Et cette micro-oscillation, elle n'aime pas trop les antidépresseurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le trouble cyclotimique. Et là, c'est intéressant d'opter pour des antiépileptiques ou des thymorégulateurs parce que parfois, chez certains patients, quand le trouble cyclotimique est régulé, chez certains patients, la phobie sociale s'effondre totalement. Elle est donc une conséquence du trouble de l'humeur. Et parfois, elle va continuer à être là, mais au moins, tu vas pouvoir mettre la thérapie en place. Merci d'ajouter ça, Vincent, parce que dis-moi si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression que ça soit une notion que tu dis là, qu'on entend très souvent. Hein. Ben, tu sais, le problème des troubles connu. bipolaires, le trouble bipolaire, que ce soit les psychiatres, les psychologues ou le grand public, si ce n'est pas le trouble bipolaire caricatural, c'est-à-dire les méga-dépressions et les phases délirantes où tu parles avec Dieu, les troubles bipolaires, ça n'existe pas. Or, on a quand même des études intéressantes depuis les années 70, voire même avant, quasiment une centaine d'années, qui montrent qu'on a quand même 5 formes de troubles bipolaires, et notamment des formes rabougries, amoindries, qui, parce qu'elles sont amoindries, les patients pensent que c'est leur nature profonde, donc ils n'en parlent pas aux médecins, et les médecins, comme ce n'est pas caricatural, ils ne pensent même pas à poser la question. Mais pourtant, il y a un très, très fort handicap. Ce n'est pas parce que c'est plus faible que ce n'est pas handicapant. Parce que quand tu changes tout le temps, quand tu varies plusieurs fois dans la semaine, ou tu varies plusieurs fois au sein de la même journée, tu es haut, tu es bas, tu es déprimé, bah, c'est insupportable. Et les cyclotimiques se farcissent toutes les comorbidités. Phobie sociale, attaque de panique, TOC, troubles alimentaires, automutilation et polytoxicomanie. Juste pour préciser, on est d'accord que c'est une portion des gens qui souffrent d'anxiété sociale qui vont avoir de la comorbidité, mais ce n'est pas toutes les personnes qui ont. Non, bien sûr que non. C'est un certain pourcentage. Maintenant, moi, de par ma pratique, je préfère partir du principe, ça va te paraître bizarre, que tout le monde est bipolaire jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Pourquoi? Parce que si la personne, elle est bipolaire, tu augmentes le risque suicidaire sous antidépresseur. Ouais. Donc, il faut toujours partir du principe que tant que tu n'as pas évacué ce diagnostic avec certitude, potentiellement, il est là. Tu vois? Okay. Mais tout comme un médecin, tant il veut être sûr que sa patiente, elle n'est pas enceinte, parce qu'il y a plein de médicaments qui ne sont pas compatibles. Et tu poses toujours la question, vous n'êtes pas enceinte en ce moment? Non. Alors, OK, maintenant, on peut donner des médicaments. Ça, c'est une précaution qui me paraît vitale. OK, super. Vincent, si on revient à l'anxiété sociale par elle-même, d'abord, est-ce que ça se traite? On espère que oui, sinon tu n'aurais pas écrit un livre dessus. Et comment ça se traite? Alors, il faut savoir que l'anxiété sociale, jusqu'à 1970, on n'en parlait quasiment pas. Et d'un seul coup, il y a un Marx, un psychiatre, qui commence à écrire des papiers qui dit qu'il va falloir qu'on s'en occupe. C'était un peu mélangé avec les attaques de panique, les phobies. On avait une grosse famille. Et là, il a dit non, il faut qu'on les sépare. Et là, ça rentre dans les manuels de psychiatrie, le DSM-3. 1980, la phobie sociale est reconnue comme une entité à part entière, séparée de l'agoraphobie et des attaques de panique. Et là, on commence à mettre en place les premiers protocoles. On commence à chercher. Là, tu as Heimberg, tu as Becker, tu as Hope et tu as Marx qui commencent à créer des protocoles. À cette époque, on est déjà dans la thérapie comportementale et cognitive. On a déjà publié depuis les années 60 des études sur l'exposition, ça c'est la thérapie comportementale, et des études sur la façon dont tu dois prendre du recul par rapport à tes pensées. Ça, c'est la thérapie cognitive. Et ils vont construire les tout premiers modèles TCC. Ça, c'est Heimberg, Becker et Hope. Et c'est extraordinaire. Et ça arrive en France vers la fin des années 90 avec des gens comme Antoine Pellissolo, comme François Lelore, comme Christophe André, qui a fait beaucoup, qui maintenant est surtout sur la pleine conscience, mais qui était l'un des grands importateurs, Patrick Légeron, tous ces gens-là qui étaient à Sainte-Anne, en fait, et à la Salpêtrière, qui commencent à traduire les protocoles en français. Et là, on est, allez, sans dire de bêtises, 97-98. Et ils commencent les groupes de thérapie à l'hôpital. Et après, qu'est-ce qui se passe? On commence, nous, notre génération à nous, parce que moi, j'ai 42 ans, toi, tu dois avoir à peu près dans 44, ces eaux-là. Ouais. Voilà, et on est formés, nous, on a été les étudiants de ces gens-là, donc nous, on a appris ça à la fac. Eux, ils n'ont pas appris ça à la fac. Donc nous, du coup, on fait ces modèles-là, qui sont des modèles de TCC, qui sont construits sur à peu près une quinzaine de séances, 15-20 séances, et qui visent une amélioration, si ça marche bien, entre 50 et 80% des symptômes, ce qui est quand même vachement bien. Oui, vraiment bien. Maintenant, soyons honnêtes, la majorité des patients sont sous traitement antidépresseur, en parallèle de la thérapie. Est-ce que pour que les gens qui regardent la vidéo aujourd'hui aient une idée un petit peu de comment on traite la phobie sociale, est-ce que tu peux donner des exemples d'exercices
que tu proposes à tes patients pour en venir à bout? Alors, je vais t'expliquer, si tu es d'accord, déjà quel est le protocole que font la majorité des psychologues et je vais t'expliquer pourquoi moi, je ne fais pas ce protocole, justement. Quand j'étais en stage avec Christophe André, on était en 2001-2002, il y a 20 ans, Christophe André avait déjà à l'époque pris du recul par rapport au modèle américain. Les Américains, c'est beaucoup de travail sur quels sont vos scénarios. Ah bah, j'ai peur de perdre mes moyens et qu'on me prenne pour un crétin. OK, mais vous pensez réellement qu'on va vous prendre pour un crétin? Vous avez la preuve qu'on va vous prendre pour un crétin? Donc, on travaille beaucoup sur la probabilité que ça arrive vraiment et on encourage le patient à admettre que ces scénarios sont imaginaires, mais qu'ils n'ont pas la preuve que ça va vraiment avoir lieu. Ça se trouve, les gens, ils ne vont pas s'en rendre compte. Donc, on essaie de démystifier un peu le scénario. Et après, on fait un petit exercice, une petite exposition pour leur montrer si ça s'est bien passé ou ça ne s'est pas bien passé. Christophe André, il a été l'un des premiers à dire, très honnêtement, la prise de recul, c'est sympa, mais il ne faudrait pas des petits exercices. Il faudrait des exercices beaucoup plus longs. Parce qu'en TCC, ton cerveau, il monte et puis après, tu as un palier d'habituation. C'est comme une fable de La Fontaine. Si tu la lis 3-4 fois, tu ne peux pas la mémoriser. Si tu la lis 25 ou 30 fois, ton cerveau, il l'intègre. Donc, il faut répéter l'exercice. Il faut qu'il soit répété et suffisamment long pour que le cerveau l'enregistre et qu'il dédramatise la situation. C'est-à-dire Donc, que il a l'anxiété augmenté. va monter, comme on dit souvent, plafonner, Exactement. excuse-moi, je te coupe, Et et va finir redescendre. par redescendre. Ouais. Tout à fait. Si tu fais un exercice de 5 minutes, elle va monter et redescendre parce que l'exercice est terminé, pas parce que le cerveau va mieux. Donc, lui, il faisait des exercices plus longs. Il avait donc augmenté le dosage de comportemental. Et moi, qui avais été son élève, j'étais entièrement d'accord avec ça. Après, je suis parti un petit peu vivre en Allemagne. J'ai vu un peu comment fonctionnaient les Allemands. Et les Allemands, enfin, du moins, l'enseignante que j'avais était très comportementaliste aussi. Et moi, je me suis dit, les Américains, ils mettent trop d'importance sur le travail sur les scénarios et pas assez sur la thérapie comportementale. Donc, j'ai fait ces tests à partir de 2005-2006 de proposer à mes patients. Et je leur disais, je leur expliquais le modèle américain et je leur expliquais ma conception des choses. Et je ne leur forçais pas la main. Et quasiment tous mes patients me disaient, je préfère votre modèle à vous, qui est un modèle d'exposition pure. C'est-à-dire qu'au lieu de dédramatiser intellectuellement le risque que ça arrive, je préfère, moi, qu'il dédramatise l'émotion, c'est-à-dire la honte. On ne va pas miser, on ne va pas croiser les doigts pour espérer que la honte ne vienne pas. On va les immuniser à la honte en leur faisant faire volontairement des exercices de honte. Donc, le but, ce n'est pas de les entraîner à demander une baguette à la boulangère. Le but, c'est de demander des préservatifs à la boulangère. Parce que là, on est sûr qu'ils vont se taper la honte. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans le bouquin de Heimberg, à la page 300, il est marqué que malheureusement, malgré la thérapie, tu ne pourras pas empêcher ton patient parfois de faire un bide intégral ou de tomber sur des gens désagréables. Et là, il marque quoi? Sur ces cas résistants, il faudra faire du pur comportemental. Bah, excuse-moi, si les cas résistants, on les soigne avec le comportemental, autant soigner tout le monde avec le comportemental. Donc, on fait du 100% comportemental. Et là, on n'est pas parti sur 15 séances, on est parti sur 1 ou 2 séances, on va faire les magasins et ils vont poser les questions les plus horribles. Le but, c'est de ressentir la honte, le ridicule au fond de leur tripes. Et tous les patients te disent sans exception que le ressenti de honte est beaucoup plus bas que l'anxiété, c'est-à-dire que l'anxiété d'anticipation. Ouais. Entre leur peur de se taper la honte et la réalité de ce que c'est que la honte dans ton ventre, il y a une différence phénoménale. L'anxiété, elle ne retombe pas avec le temps. C'est-à-dire que si tu as un examen oral dans un mois, pendant un mois, tu vas avoir peur. La honte, c'est une émotion modérée et qui retombe très vite. Donc, conclusion, la phobie sociale, c'est un cerveau qui t'envoie de l'anxiété, qui est une émotion horrible, massive et violente, pour te demander de faire attention à la honte, qui est une émotion modérée et qui meurt rapidement. Tant que ton patient n'a pas dédramatisé la honte, le cerveau anxieux ne s'arrêtera pas et continuera à lui envoyer des messages d'alerte. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Donc, le but, ce n'est pas de faire en sorte de ne jamais se taper la honte. Le but, c'est de se rendre compte que ce n'est pas grave. Et là, le cerveau anxieux, il reboot et c'est fini, il ne s'allume plus. Donc, c'est une thérapie d'exposition volontaire au ridicule pour que le patient se rende compte, comme ils disent, mon Dieu, ça n'était que cela. Oui, ça n'était que cela. Eh bien, j'aurais préféré le savoir il y a 20 ans. Et là, tu es sur une thérapie qui dure 2 heures parce que pour que le cerveau il avale, il s'habitue, il redescende. Moi, je veux que l'anxiété, je veux que la honte redescende alors qu'on continue à faire des exercices.
il y a plein d'exemples. Là, tu en as cité un avec la boulangère. Il y a plein d'exemples que tu donnes dans le livre qui sont d'ailleurs souvent Horrible. aussi cocasses et drôles et horribles. C'est Mais horrible. donc, mais donc, ce que tu dis, c'est que finalement, c'est comme si tu supprimais ce qu'on appelle en thérapie cognitivo-comportementale la restructuration cognitive. Ouais. Et tu es vraiment beaucoup plus focalisé sur l'exposition à la honte dans ton modèle. Et du coup, la question que j'ai envie de te poser, mais alors, tes patients à qui tu proposes ce modèle d'exposition massive à la honte, est-ce qu'ils n'ont pas trop peur d'y aller finalement et de faire des expositions pendant 2 heures à la honte et au ridicule? Alors, tu vois, c'est très intéressant parce que justement, depuis 2005, je leur propose de choisir entre l'ancien modèle et le nouveau. Oui. Et c'est eux qui préfèrent le nouveau. Ils me disent, Vincent, je vous aime bien, je n'ai pas envie de vous voir pendant 15 ou 20 séances, je préfère vous voir pendant 2 ou 3 séances. Et notamment, les patients ont très, très bien compris. Moi, je leur explique le fonctionnement du cerveau. Je leur dis, votre cerveau, il vous envoie des émotions parce que vous n'êtes pas d'accord pour vous taper la honte. Or, le commun des mortels n'a pas la certitude qu'il ne va pas se taper la honte. Le commun des mortels, il est OK avec la possibilité que ça puisse arriver. Et les patients reconnaissent qu'ils ont donc un problème d'allergie. Ils ne veulent pas se taper la honte. Or, dans ta vie, il y a plein de situations où tu ne pourras pas esquiver. Donc, c'est plus intéressant de s'endurcir à la honte que de passer une vie entière à l'esquiver. Et notamment, je leur parle du système immunitaire, je leur parle de la métaphore du vaccin. Un vaccin, on t'injecte une maladie à très faible dose pour que ton système immunitaire l'avale et puisse la combattre. On va donc leur injecter la honte. Et quand ils ont compris le fonctionnement du cerveau et qu'ils ont compris l'utilité de l'exercice, dans la majorité des cas, ils sont sur ton planning 2 semaines après et ils sont OK pour faire les 2 heures. Et ils constatent, c'est très intéressant, que la honte est pas si violente. Au bout d'1 heure, quasiment, ils te disent, en fait, c'est marrant, mais ça ne s'allume plus. Il n'y a plus de honte. Et comme il n'y a plus de honte, et alors qu'on continue les exercices, c'est qu'ils continuent à rentrer dans les magasins et poser des questions horribles, ils disent, ça commence à me faire marrer. Et l'angoisse, elle s'effondre totalement. Et les patients disent, quand on est capable de poser des questions aussi horribles, il n'y a rien vraiment qui va être difficile dans ta vie dans les prochains mois. Parce que là, un entretien d'embauche à côté, c'est facile. Vincent, Et le cerveau s'éteint. je Tu ne résistes pas je à sais l'envie pas, d'être… mais non, mais je sais pas dans quelle page c'est dans le livre, mais donc je vais regarder vite fait, mais peut-être ça va être plus facile si toi tu donnes un certain nombre d'exemples. Page 109. Page 109. Page 109, oh, tu étais prêt, c'est magnifique. Non, je Parce que j'ai résiste le même que pas. toi, tu vois, on a dû se donner le mot, j'ai le même à la maison. Le mec qui l'a écrit est bon. Alors, par exemple, ça c'est l'exemple qui m'a fait le plus rire. Proposition d'exercice de honte. Chercher un vêtement ou un parfum pour ma mère, ma sœur, quelque chose qui fasse un peu salope. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Demander dans les magasins type coiffeur, vêtements, parfums, s'ils cherchent des mannequins pour les photos et affiches, car je sais que je suis mignon, que je suis mignonne. Ouais. Rentrer dans une boulangerie en disant est-ce que vous avez des gâteaux sans lactose parce que ça me colle la chiasse ou parce que ça me fait péter. Le but, c'est de provoquer. Si le patient te dit oh mon Dieu, c'est horrible, c'est que l'exercice est parfait. Ouais. Et le cerveau, ouais, vas-y. Et le cerveau t'envoie de l'anxiété en te disant mais pourquoi tu fais ça? Et tu dis parce que j'ai décrété que ma liberté de mouvement avait un prix. Et le prix, c'est de souffrir pendant 2 heures. Et là, on est quasiment à pied dans la thérapie ACT. Parce que moi, je fais du comportemental, je fais de la psychoéducation où j'explique le cerveau, mais la modalité de tout ça, c'est la thérapie ACT, c'est-à-dire l'acceptation de souffrir si ça te permet de réaliser ton objectif, qui est de te débarrasser de ta maladie et de pouvoir faire ce que tu veux dans ta vie. J'en profite pour dire que dans quelques temps, je vais recevoir sur la chaîne Benjamin Schendorf, qui est un des formateurs en thérapie ACT. Donc, s'il y a des gens qui nous regardent qui ne savent pas vraiment c'est quoi la thérapie ACT, il y aura des réponses dans une prochaine vidéo. Ça n'est pas que l'un des formateurs, c'est l'un des grands big boss en France. Oui, tu as raison, totalement. Vincent, il y a tu l'as dit tout à l'heure, les gens qui souffrent d'anxiété sociale sont souvent très effrayés de leurs propres symptômes physiques, comme rougir, trembler, transpirer. Je ne résiste pas à te demander, est-ce que tu as des conseils, des trucs à leur donner par rapport à ça? À nouveau, on est sur la même idée, c'est j'ai peur que mon tremblement se voit.
et qu'on rigole de moi et que je me sens honteux. J'ai peur d'être rouge écarlate, que ça se voit et qu'on se moque de moi. J'ai peur de transpirer, qu'on se dise il est sale. Le but de la thérapie, c'est de se mettre dans une situation où on va provoquer le symptôme. Ça, par exemple, on va demander à la personne de faire exprès de prendre son verre et de trembler encore plus que prévu. Et que les personnes se moquent de toi ou pas, ça n'est pas la réponse de l'autre qui nous intéresse. C'est de faire exprès de sortir de l'évitement et de provoquer, toi, dans ton corps, le ressenti de honte, jusqu'à ce qu'il y ait une habituation du cerveau. Pour quelqu'un qui a peur d'avoir des auréoles et de transpirer, on prend des bouteilles d'eau, on se balance de la flotte sur la chemise, on prend le métro à heure de pointe, tu as les auréoles énormes comme ça, tout le monde te voit. Et que les gens te critiquent, ou même parce que généralement à Paris, les gens n'en ont rien à foutre, ils s'en foutent totalement. Le cerveau, au bout d'un moment, enregistre, mais pourquoi tu persistes à le faire? Et au bout d'un moment, que ton cerveau voit que malgré l'anxiété, tu persistes à continuer, il y a l'habituation à la honte. Et le cerveau ne voit plus l'intérêt de t'envoyer de l'anxiété. Ça, il ne va pas te protéger contre un truc qui ne t'intéresse pas. Donc, on est bien d'accord que d'un point de vue théorique et d'un point de vue du fonctionnement du cerveau, c'est ton cerveau qui t'envoie de l'anxiété pour te protéger contre le risque de honte. Pour moi, le but, ce n'est pas de diminuer l'anxiété, c'est de s'endurcir à la honte. Et les patients, c'est marrant, mais ils sont hyper chauds pour ce type de technique. En fait, je n'ai quasiment pas de demande pour l'ancien modèle. Personne ne me demande ça. D'accord. Et notamment l'histoire de la banane dans le bouquin, qui est quand même un très, très vieil exercice. C'est un exercice de Albert Ellis. Alors, en TCC, on cite très souvent Aaron Beck, mais il y avait son ami et concurrent Albert Ellis, qui a fondé aussi les bases, la thérapie rationnelle émotive, qui est en fait l'ancien nom de la TCC. Il avait, dans les années 50-60, proposé cet exercice de marcher dans la rue avec une banane au bout d'une ficelle. Et là, les gens se moquent de toi, te pointent du doigt. Là, c'est la honte intégrale. Et il avait dit, vous verrez qu'au bout d'une heure ou deux, vous n'en aurez plus rien à faire. Années 50-60. Pour moi, ce mec a résumé, pour moi, c'est le fil conducteur de tout mon bouquin, cette phrase de Albert Ellis. Il avait tout compris. Il ne travaillait pas sur les pensées. On s'en fout de la pensée. Super, merci énormément, Vincent. Avant qu'on termine, est-ce que tu aurais je pense que tu as vraiment très, très bien expliqué comment se déroulait une thérapie. Tu as illustré ce que je répète 10 millions de fois par vidéo, c'est que finalement, tant qu'on est dans une logique d'évitement de l'anxiété, l'anxiété se maintient, se renforce. Puis, quand on fait face, quand on s'expose, ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu aurais d'autres conseils ou d'autres choses que tu voudrais dire aux anxieux sociaux? Qui ne confondent pas, parce que là, ils sont en train de nous écouter, là, ils se disent, mon Dieu, je suis incapable de faire ça. Là, tout de suite, c'est de l'anxiété d'anticipation, ce n'est pas la réalité. Il ne faut pas confondre l'angoisse que je ressens maintenant à l'idée d'eux, qui est une propagande de la part du cerveau, et de l'autre côté, ce qui va réellement se passer quand je vais faire l'exercice, qui est la façon dont mon cerveau réagit à la réalité. Le cerveau n'a aucune plus-value à ce qu'on guérisse, donc il tape très fort. L'anxiété d'anticipation, elle est toujours 1000 fois supérieure à la réalité. Donc, ne vous faites pas avoir. Quand on est angoissé à la simple évocation d'un truc, il y a déjà une arnaque quelque part. Et moi, je leur dis, de toute façon, votre maladie ne va pas se résorber. Si vous voulez avoir une vie qui vous plaît, c'est comme le sparadrap dans les poils. Tirez lentement, ça ne marche pas. Il faut y aller d'un coup sec. Mais à nouveau, soyons très clairs. Est-ce que vous en avez marre d'être malade? Et si vraiment les exercices vous paraissent trop durs, il y a des exercices plus simples. Et il y a aussi la possibilité de demander au médecin psychiatre de mettre un traitement médicamenteux ou de transformer un traitement médicamenteux qui ne marche pas et qui va rendre la thérapie possible. Parce que quand tu sens que c'est inconcevable, c'est que la maladie nécessite des médicaments. Ou, je mets un gros bémol, que ce n'est pas une phobie sociale. Que ça se fait passer pour une phobie sociale, mais que c'est un traumatisme. Parce que les phobiques sociaux, les vrais phobiques sociaux, ils sentent au fond de leur tripe que l'exposition, c'est une bonne idée. Le patient traumatisé, c'est inconcevable. Et tu n'auras pas une diminution des symptômes au fur et à mesure des 2 heures. Tu auras une montée. Et ça, c'est traumatique pour le coup. Après, le pourcentage de phobiques sociaux où il y a un trauma, moi, pour l'instant, je n'en ai pas vu des masses. Non, moi non plus. On va avoir 1 ou 2 en 15 ans. Donc, c'est rarissime. Et généralement, ce sont des gens qui te diront niette. Ils ne vont pas dire oui et puis aller mal pendant les 2 heures. Ils vont te dire c'est inconcevable. Tellement c'est… Voilà. Ça, c'est traumatique. Super, Vincent, j'aime beaucoup tout ce que tu as dit aujourd'hui. Là, je retiens, comment tu as dit ça, l'anxiété d'anticipation, c'est une propagande du cerveau, c'est ça que tu as dit?
C'est une propagande du C'est cerveau pour que tu ne te rendes pas compte que la réalité est beaucoup plus facile. C'est ça. Alors, j'aime beaucoup cette expression. Et puis, j'entends aussi que tu as parlé de l'anxiété comme une espèce d'arnaque. Ouais. Moi, habituellement, j'en parle comme d'un bluff, mais je pense qu'on dit exactement la même chose. Mon collègue, le docteur Ouais. Antouche, a une phrase que je trouve génialissime. Il dit la maladie mentale n'est pas assez conne pour dire coucou, je suis une maladie mentale. Elle se cache toujours derrière une thématique ou un scénario. C'est Et génial. le but, c'est de se dire faites gaffe, n'oubliez pas, le problème, ce n'est pas la situation, c'est la façon dont vos neurones s'allument. Super. Vincent, merci infiniment. C'était Merci pour ton invitation. absolument passionnant. Et puis, écoute, en fonction des commentaires, mais je suis sûr qu'ils vont être dithyrambiques, je te réinviterai sur la chaîne pour parler d'un autre Merci. sujet si tu veux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonne journée Et à toi. bye.